Je te propose maintenant de commencer une série d'exercices sur le dipôle RC. On va commencer par le numéro 1. Alors, une lampe L est incluse dans un petit circuit contenant un composant électronique et une source de courant pour alimenter la lampe. Le composant électronique est constitué par un relais c'est un interrupteur électrique qui ouvre le circuit qui contient la lampe. Alors tant que le circuit sera fermé, la lampe éclaire, et dès l'instant où le circuit est ouvert, la lampe s'éteint. Alors ici, il y a une alimentation du relais par un autre circuit, et tant que cette tension U indice BD est inférieure à une tension limite, le relais reste fermé. Dès l'instant où cette tension ici atteint la valeur limite, c'est-à-dire U indice BD atteint la tension limite, donc U indice BD limite, l'interrupteur s'ouvre et à ce moment-là la lampe s'éteint. Tu as bien compris le système. Alors maintenant tu peux remarquer que j'ai choisi un générateur idéal et dans l'autre circuit aussi un générateur idéal parce que ça aide pour les calculs, ça favorise, c'est plus simple. Alors dans l'autre circuit, tu vas voir, il y a une résistance grand R et un condensateur C de capacité C, comme le schéma électrique va l'indiquer. Entre B et D, un bouton poussoir, c'est un interrupteur dont le bouton revient en arrière, permet de court-circuiter le condensateur et donc d'annuler immédiatement la tension UBD et de laisser le condensateur se remettre à se charger. En appuyant sur le bouton poussoir, on obtient que la tension entre B et D redevient inférieure à la tension limite UBD limite. Et donc si la lampe est éteinte, elle va se rallumer, puisqu'on aura obtenu en appuyant sur le bouton poussoir que la tension UBD devienne inférieure à la tension UBD limite. Et si elle est déjà allumée, quand on appuie sur le bouton, elle reste allumée, parce que ça veut dire que déjà UBD est inférieur à UBD limite, donc on ne change rien en appuyant sur le bouton. Le montage, c'est celui d'une minuterie permettant à la lampe de s'éteindre automatiquement à l'instant T limite, quand U indice BD égale U indice BD limite. En appelant T indice 0 secondes le début de la charge du condensateur, la durée de l'éclairage sera T limite, l'instant limite, moins l'instant de départ T0. Donc finalement, ça correspondra à T indice limite, c'est-à-dire le temps où la tension entre les bornes du condensateur a atteint la valeur limite UBD limite. Alors on calcule le temps d'éclairage T indice limite, qui est l'instant où la tension aux bornes du condensateur a atteint la valeur limite qui agit sur le relais et éteint la lampe. Alors nous savons que U indice BD à l'instant T, c'est égal à E multiplié par 1 moins exponentielle de moins T sur tau. La tension limite, UBD limite, égale E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T limite sur tau. Ou bien UBD limite moins E égale moins E exponentielle moins T limite sur tau. On isole l'exponentielle. Il vient exponentielle de moins T limite sur tau égale E moins U BD limite. Exponentielle
moins t limite sur taux égale E moins UBD limite sur E divisé par E. Alors je te rappelle que l'unique solution de l'équation exponentielle de petit a égale b, donc l'unique solution de cette équation d'inconnu petit a, c'est le logarithme népérien de b. Logarithme népérien de b. Donc l'exponentielle de petit a égale b, entraîne que petit a, c'est égal logarithme népérien de b. Donc on écrit moins t limite divisé par taux égale logarithme népérien de E moins U BD limite divisé par E. D'où t limite égale moins taux que multiplie le logarithme népérien de E moins UBD limite sur E divisé par E. Tu es d'accord jusque-là? Sinon, reprends au-dessus. La résistance R est égale à 140 kΩ, c'est-à-dire 140 000 ohms. La capacité du condensateur est 150 microfarads, c'est-à-dire 150 millionièmes de farad. La force électromotrice du générateur qui a servi à charger le condensateur, c'est E égale 40 volts. La tension limite UBD limite, c'est 25 volts. Lorsque la tension entre les bornes du condensateur UBD arrive à la tension limite UBD limite de 25 volts, il y a une action sur le composant électronique, c'est-à-dire sur le relais, sur l'interrupteur électrique qui s'ouvre, l'interrupteur électrique s'ouvre et débranche la lampe. La lampe s'éteint. Alors, on va calculer le temps d'éclairage de la lampe. Le temps d'éclairage de la lampe, c'est le temps, l'instant limite, où la lampe est prête à s'éteindre, et puis l'instant 0 de départ, donc t limite moins 0, c'est finalement t limite. C'est le moment où la lampe, où la UBD atteint la limite UBD limite de 25 volts. C'est ce temps-là qu'il faut calculer. Donc on va d'abord calculer la constante de temps. La constante de temps, on le sait, c'est la résistance multipliée par la capacité du condensateur. Donc taux égale 14 10 puissance 4 ohms que multiplie 15 10 puissance moins 5 farad égale 21 secondes. C'est la constante de temps qui est égale à 21 secondes. Donc maintenant on peut calculer t limite, l'instant limite, c'est-à-dire t limite moins 0, ça fera le temps d'éclairage de la lampe, d'où t limite égale moins taux, on a vu la formule, moins taux, que multiplie le logarithme de E moins UBD limite divisé par E. Donc on va remplacer par les données qu'on a dans l'énoncé, donc t limite égale moins 21, pour taux c'est moins 21, multiplié par le logarithme de 40 moins 25 sur 40, et on trouve moins 21 que multiplie le logarithme de 0,375. Cette fraction vaut 0,375. Le logarithme de 0,375, c'est moins 0,98. Le logarithme de ce nombre, c'est moins 0,98. Donc on a moins 21 que multiplie moins 0,98, on trouve 20 secondes.
Autrement dit, c'est au bout de 20 secondes que la lampe s'éteint. Donc la durée d'éclairage est de 20 secondes. Nous pouvons constater que pour augmenter ou diminuer le temps d'éclairage, il suffit d'augmenter ou diminuer la valeur de la constante de temps. Il suffit d'augmenter ou diminuer cette partie-là. Donc d'augmenter ou diminuer la valeur de la résistance R ou alors la capacité C du condensateur. Tu as la possibilité de vérifier si tu sais répondre à toutes ces questions. Tu prends une feuille, un stylo bille, et puis tu t'amuses à vérifier si tu sais répondre. En les numérotant, parce qu'après je vais te donner les réponses. Donc si tu y arrives, bravo. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu tournes, tu fais tourner encore l'image et voilà, je vais te donner toutes les réponses. Alors, exprimer l'intensité, en première question, c'est exprimer l'intensité I à l'instant T en fonction de la charge portée sur l'armature B. Quel effet exerce, deuxième question, quel effet exerce la force électromotrice grand E sur la constante de temps? Troisième question, donner une relation entre la charge portée à l'instant T par l'armature B du condensateur et la tension entre B et D. Donner la relation entre l'intensité I à l'instant T et la tension entre B et D à l'instant T. Quelle est l'expression de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur à l'instant T? Et enfin, dernière question, écrire l'équation différentielle donnant l'intensité I à l'instant T. Voici les réponses. Petit a, l'intensité à l'instant T est égale à dQ indice B à l'instant T sur dt. Petit b, la force électromotrice n'exerce bien sûr aucun effet sur la constante de temps puisque τ est égal à RC, valeur de la résistance que multiplie la capacité du condensateur. La charge Q indice B sur l'armature du condensateur à l'instant T, c'est la capacité du condensateur, C, que multiplie U, la tension aux bornes de ce condensateur à l'instant T. C, U, BD. Petit d, l'intensité à l'instant T, c'est la capacité du condensateur que multiplie la dérivée de la tension aux bornes du condensateur, c'est-à-dire C que multiplie DU, BD à l'instant T sur DT. Petit e, l'énergie emmagasinée par le condensateur, E et LEC, est égale à 1/2 que multiplie la capacité du condensateur C et que multiplie le carré de la tension aux bornes du condensateur. Donc 1/2 CU carré à l'instant T. L'intensité à l'instant T a pour expression E divisé par R exponentielle moins T sur RC. À l'instant exactement T indice 0, l'interrupteur est mis sur 2, le générateur est exclu et le condensateur commence à se décharger à travers la résistance grand R. Tu peux remarquer que la convention pour le condensateur C est restée la même que précédemment, alors que ce condensateur, qui était un récepteur durant la charge, est devenu un générateur pendant la décharge. C'est parce que l'intensité I a changé de sens. Et ce faisant, la convention récepteur du condensateur est devenue la convention générateur du condensateur. Le fléchage reste inchangé. Par contre, il faut changer le sens du fléchage
pour le récepteur grand R. Alors comme précédemment, je te suggère de faire un arrêt sur image et d'essayer de trouver la réponse à ces 3 questions. Alors petit a, écrire l'équation différentielle qui donne la tension à l'instant t, c'est-à-dire UBD à l'instant t, aux bornes du condensateur pendant la décharge. Petit b, quelle est l'équation de l'asymptote à la courbe représentant U, indice BD, pour un temps de décharge très long? Petit d, quelle est la valeur de la tension U, indice BD, pendant la décharge au bout d'un temps égal à la constante de temps? Voici les réponses. Petit a, l'équation différentielle qui donne la tension à l'instant t, UBD à l'instant t aux bornes du condensateur. Eh bien, UBD à l'instant t, c'est égal à E que multiplie l'exponentielle moins t sur taux. L'équation de l'asymptote à la courbe représentant UBD pour un temps de décharge très long, bien c'est UBD égale 0. Avec un temps très long, la décharge arrive à 0. Et l'asymptote, on l'a vu, l'asymptote a cette courbe de décharge, l'asymptote est l'axe des abscisses. Petit d, la valeur de la tension UBD aux bornes du condensateur pendant la décharge au bout d'un temps égal à la constante de temps taux. Eh bien, si t égale taux, on voit que la tension aux bornes du condensateur sera égale à 0,37 E. Pour cet exercice numéro 4, nous allons calculer la résistance équivalente à cet ensemble de conducteurs ohmiques de résistance R1 égale 6 ohms, R2 égale 4 ohms, R3 égale 3 ohms et R4 égale 5 ohms. On va d'abord considérer l'ensemble numéro 1, R1 et R2, qui sont 2 résistances en parallèle. Donc la résistance équivalente de cet ensemble 1 va être R1 que multiplie R2 divisé par R1 plus R2. C'est une formule que tu dois bien connaître dès l'instant où il y a 2 résistances en parallèle. Donc on va remplacer R1 par 6 ohms, R2 par 4 ohms, ça nous fait 24, que diviser R1 plus R2, c'est-à-dire 10 ohms, et on trouve 2,4 ohms. Donc on peut remplacer ces 2 résistances par une seule résistance de 2,4 ohms. Alors maintenant, la résistance équivalente à l'ensemble numéro 2 est R3 que multiplie R4 divisé par R3 plus R4, c'est-à-dire 15 sur 8, 15 divisé par 8, et on trouve 1,9 ohms. 1,9 ohms qui peut remplacer ces 2 résistances. On cherche maintenant la résistance équivalente qui va remplacer finalement les 4 résistances qu'on avait au départ. Alors la résistance équivalente pour l'ensemble 1 qu'on avait trouvé était de 2,4 ohms et la résistance équivalente pour l'ensemble 2 était de 1,9 ohms. Donc on voit que ces 2 résistances sont placées, ces 2 résistances équivalentes sont placées en série. Donc pour avoir la résistance équivalente à ces 2 résistances équivalentes, c'est-à-dire la résistance totale qui remplacera les 4 résistances du départ, on va faire la somme de ces 2 résistances. Donc la résistance équivalente totale est égale à 2,4 ohms plus 1,9 ohms égale 4,3 ohms, c'est-à-dire cette résistance qui ferait 4,3 ohms remplacerait les 4 résistances qu'on avait dans le montage du départ. Alors avant de poursuivre une série d'exercices, je vais maintenant te parler de la loi d'émail. Je te rappelle ce qu'est un nœud.
c'est un point du circuit qui relie au moins 3 dipôles. Au moins 3 dipôles. Ici, ce point ne relie que 2 dipôles, donc ce n'est pas un nœud. Ici, ce point relie 3 dipôles, donc il rentre dans la définition, c'est un minimum, mais c'est un nœud, il relie 3 dipôles. La branche est constituée de dipôles en série entre 2 nœuds. Ici j'ai bien un nœud puisqu'il y a 3 connexions, ici aussi 3 connexions, donc la branche est comprise entre 2 nœuds. Tous les dipôles d'une branche sont parcourus par la même intensité I. Une maille est un circuit fermé constitué par des branches. Dans ce circuit, on considère que ici, il y a des dipôles. Ici aussi, il y a des dipôles. Là aussi, encore des dipôles. Là aussi des dipôles et là aussi des dipôles. Donc, le point A, le point B, le point C, le point D sont bien des nœuds puisqu'ils réunissent au minimum 3 dipôles. Donc, maintenant, si on considère AB, c'est une branche. Si on considère BC, c'est aussi une branche avec des dipôles en série. CD, encore une branche. Et AD avec plusieurs dipôles en série. Donc ici, il y a 4 branches. Et ces 4 branches constituent une maille ABCD. Ici, nous avons orienté cette maille. Là aussi, nous avons une maille. Et ici, on a orienté la maille dans le sens de l'intensité I. Mais on aurait pu orienter cette maille dans le sens contraire. Alors, les flèches de tension qui sont dans le même sens, qui sont dans le sens de l'orientation choisie, ces flèches de tension sont positives. Par exemple, U2 est positive, et U5 aussi est positive, puisqu'elles vont dans le même sens que l'intensité, c'est-à-dire l'orientation choisie. Par contre, les flèches de tension qui sont orientées en sens inverse sont négatives. Les tensions sont négatives. Par exemple, U1, U4 sont négatives. U3 est négative. Voilà. Et donc, maintenant que nous avons posé ces conditions, on peut dire que moins U1, puisqu'elle va en sens contraire de l'orientation, moins U1, plus U2 parce qu'elle va dans le même sens que l'orientation, moins U3, puisqu'elle va en sens contraire, moins U4, elle aussi va en sens contraire de l'orientation choisie, plus U5 qui va dans le même sens, égale 0. Très important parce que c'est la deuxième loi de Kirchhoff. La première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds que nous avons déjà vue. Mais cette deuxième loi de Kirchhoff est très importante, c'est la loi des mailles. C'est-à-dire que la somme des tensions dans une maille est égale à 0. Nous pouvons exprimer cette deuxième loi de Kirchhoff en disant que la somme algébrique des tensions est égale à 0. Sigma de A indice K, U indice K, avec A indice K égale 1, si la tension U indice K est orientée dans le sens choisi positif pour la maille. Et A indice K égale moins 1, si la tension U indice K est orientée dans le sens négatif. Alors je ferme cette parenthèse sur les lois de Kirchhoff. Maintenant, on va faire un petit exercice. Pourquoi peut-on considérer qu'un condensateur est chargé si le temps de charge est égal à 5 fois la constante de temps?
Un circuit comprend un générateur de force électromotrice E égale 12 volts, une résistance R égale 2 mégohms et un condensateur de 9 microfarads en série. Le condensateur peut-il être considéré comme chargé au bout de 1 minute 30 secondes? Écrivons l'équation différentielle qui donne la tension U aux bornes du condensateur à l'instant T. U à l'instant T égale E que multiplie 1 moins exponentielle moins T sur tau. La constante de temps tau égale RC. Tau égale 2 mégohms, c'est-à-dire 2 millions d'ohms ou 2 10 puissance 6 ohms, multiplié par 9 microfarads, autrement dit 9 millionièmes de farad, ou 9 10 puissance moins 6 farad. Et on trouve, pour la constante de temps tau, on trouve 18 secondes. T égale 5 fois tau. Ça va faire 5 fois 18, c'est-à-dire 90 secondes. Alors on peut écrire que U à l'instant T égale 12 volts pour E, 12 volts multiplié par 1 moins exponentielle moins 90 sur 18, autrement dit moins 5. Donc 12 que multiplie 1 moins exponentielle moins 5 égale 12 que multiplie 1 moins 1 sur E exposant 5. 1 moins 1 sur E exposant 5, ça fait 0,994. Donc 12 que multiplie 0,994. On trouve 11,92 volts. Donc faisons la différence pour voir s'il y a un beaucoup d'écart avec les 12 volts. 12 volts moins 11,92, ça nous donne 0,080 volts, c'est-à-dire 80 millivolts, c'est-à-dire 80 millièmes de volts. Donc nous pouvons considérer que le condensateur est chargé, puisque la tension U à l'instant T à ces bornes, au bout d'un temps T égale 5 fois la constante de temps, est égale à 12 volts à 80 millièmes de volts près. Donc on peut considérer que le condensateur est chargé.